Bienvenue à Conflit, merci beaucoup de votre fidélité. Conflit qui est un média global, donc vous nous suivez en vidéo, en podcast pour certains. Vous pouvez évidemment nous retrouver en kiosque avec nos magazines, sur notre site internet revueconflit.com et puis également sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn et Instagram, avec tous les jours du contenu nouveau, du contenu original. Et puis pour nous soutenir, vous pouvez bien évidemment vous abonner à Conflit puisque nous vivons que par nos lecteurs, donc par les abonnements et par les achats de nos magazines en version papier ou en version numérique. Cette semaine, je vous emmène en Europe, dans le grand nord de l'Europe, les pays baltes, une région qui est un peu méconnue, vue depuis de la France, qui parfois nous échappe. Et donc, on va, au cours de cette émission, voir la complexité, finalement, les différences aussi entre ces trois pays, les pays baltes, avec mon invitée Céline Bayou. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue au micro de Conflit. Vous êtes rédactrice en chef du magazine Regard vers l'Est, professeur à l'INALCO, et vous venez de publier aux éditions Talendier Les pays baltes en 100 questions, cette collection qui vous est probablement familière, où il y a beaucoup de très bons livres, et donc celui-ci consacré aux pays baltes. Alors, on dit toujours les pays baltes, comme si c'était un tout homogène. Après tout, la Finlande, la Suède sont aussi des pays baltes, puisqu'ils sont sur la Baltique. Et on oublie donc ces trois pays qu'on va nommer Estonie, Lettonie, Lituanie, trois capitales, Tallinn, Riga et Vilnius. Vilnius n'étant pas au bord de la mer, mais dans la terre. Donc trois pays qu'on a toujours tendance, vu de France, à englober dans une même enveloppe, les pays baltes, quelque part entre la Pologne et la Russie. Or, ils sont extrêmement diversifiés. D'ailleurs, pour y avoir été plusieurs fois, c'est ce qui m'a toujours surpris, la grande diversité à la fois culturelle, dans la langue, religion aussi, catholique, orthodoxe, luthérien, athée. Et puis, on va y revenir, mais une zone où il y a eu l'Allemagne, la Pologne, la Russie, les soviétiques, puis le grand empire polono-lituanien. Donc, une histoire extrêmement riche. Pour commencer, peut-être quelques éléments sur ce qui les rassemble. Pourquoi est-ce qu'on parle des pays baltes, mais aussi ces distinctions qui sont quand même importantes. Oui, alors déjà, merci beaucoup pour votre invitation. Donc oui, tout à fait, c'est vraiment, et d'ailleurs c'est une spécificité, j'allais dire, de la langue française, d'avoir ce vocable de pays baltes, alors que dans d'autres langues, et notamment je pense à l'anglais ou à l'allemand, où on parle de Baltique, en fait. Et donc on a les pays du pourtour de la Baltique, et c'est encore plus compliqué de ce fait, peut-être, de différencier vraiment les pays. Donc en France, on parle de pays baltes de façon totalement impropre, puisqu'en réalité, ces trois pays ne sont pas tous baltes, en tout cas identitairement. C'est-à-dire que les authentiques baltes, ce sont la Lituanie et la Lettonie par la langue, donc le letton et le lituanien appartiennent au groupe des langues baltes, alors que l'estonien n'est pas du tout une langue balte, c'est une langue finno-ougrienne, donc qui rapprocherait plus l'Estonie de la Finlande, en tout cas sous cet aspect-là. Et après, vous avez mentionné la religion, donc c'est vrai qu'on a aussi une diversité, c'est-à-dire qu'une Lituanie qui est catholique, la Lettonie et l'Estonie sont plus des pays luthériens, et en même temps, j'allais dire, bon, il y a une présence de minorités russophones qui fait que l'orthodoxie est aussi présente sur ces territoires, et il y a quand même, j'allais dire, pour l'Estonie et la Lettonie, une certaine indifférence vis-à-vis de la religion, et donc quand même une bonne part de la population qui se revendique comme plutôt athée. Alors pourquoi on les met ensemble ? Je pense que c'est déjà une proximité géographique, puisqu'évidemment ils sont frontaliers les uns des autres, mais aussi une proximité géographique dans le sens de la taille, c'est-à-dire qu'on a trois pays si je peux me permettre, de taille réduite en superficie, ce qui n'est pas du tout un jugement de valeur, mais voilà, petits États, et on le remarque d'autant plus qu'ils sont à la frontière de l'immense Russie, et donc on a cet effet de contraste qui les rassemble. Et puis, pour moi, je pense que le ferment le plus fort, évidemment, c'est l'histoire. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de communauté de destin entre ces trois pays, et tout particulièrement au XXe siècle, où on a eu quand même des trajectoires assez proches pour ces trois pays, et notamment dans sa part la plus dramatique, c'est-à-dire la Seconde Guerre mondiale, les occupations soviétiques et nazies, et qui fait qu'il y a une communauté de destin qui les a rapprochés. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'appréhension qu'on a de ces pays, où en effet, très souvent, du moins en France, on les
les prend comme un tout, comme s'ils étaient homogènes. Ouais. Alors vous évoquez ce XXe siècle dramatique. Effectivement, ils ont été pris en étau entre l'Allemagne et l'Empire tsariste au début et puis l'Union soviétique après, sachant que on est dans une zone de marge vue côté allemand, puisqu'effectivement, c'est une partie qui a été conquise, peuplée par notamment les chevaliers teutoniques. Et on a toujours aujourd'hui d'ailleurs une présence dans certains bâtiments de l'ancien empire allemand. Oui, tout à fait. On en voit les traces, en fait, qui sont, j'allais dire, essentiellement architecturales, où on a, en effet, des grands domaines, enfin, en tout cas, les restes. Alors, parfois, c'est des ruines, mais parfois, en assez bon état, d'ailleurs. Et donc, on le voit dans l'architecture, c'est-à-dire cette présence germanique, et donc, notamment, vous mentionniez les chevaliers teutoniques. C'est-à-dire, à partir du XIIIe siècle, il y a un mouvement, qui d'ailleurs est un mouvement de christianisation vers Riga, enfin, plutôt vers la partie nord, avec les Allemands qui interviennent, alors sous prétexte de christianisation, j'allais dire, puisqu'il y a quand même une visée qui est beaucoup plus ce qu'on appellerait aujourd'hui géopolitique et sécuritaire, et ainsi qu'économique. Mais voilà, il y a eu cette présence assez forte, mais il y a en fait, ce sont des terres, alors à la fois des terres de confins, mais en même temps des terres de passage, puisqu'on a eu, bien avant, il y a eu aussi des passages de vikings, il y a eu les Suédois, beaucoup de monde, en fait, est passé sur ces terres, les ont traversées, et puis une forte présence russe aussi tout au cours de cette histoire. Et donc tout ça crée des identités qui sont très spécifiques, c'est-à-dire qu'à la fois, il y a des identités très fortes, baltes ou, pour l'Estonie, un peu moins baltes et plus finno-ougriennes, mais voilà, qui sont vraiment intrinsèques à ces populations, et en même temps qui sont empreintes de toutes ces influences au cours de l'histoire, et ce qu'on retrouve d'ailleurs dans les langues. En fait, il y a carrément, c'est très classique, mais il y a en effet des emprunts linguistiques sur certains points très spécifiques. Et donc voilà, et ça crée ces trois pays qui ont néanmoins des identités très très affirmées. Comment il se positionne justement par rapport à la mer Baltique? Est-ce que il y a une sorte d'organisation? Alors il y a eu la Hanse, mais là c'était il y a longtemps, mais enfin bon, ça reste quand même dans l'imaginaire. Est-ce qu'on a une sorte de Hanse moderne avec une projection notamment vers leurs voisins, Finlande et Suède, un peu plus loin d'ailleurs le Danemark, ou est-ce qu'ils sont plutôt tournés vers les voisins de la Terre, donc la Pologne par exemple, ou l'Allemagne? Alors, je pense là, il y a une vraie différence entre les trois, justement, parce que, et vous le mentionniez tout à fait au début, Vilnius est dans les terres et assez loin de la mer. Ça change beaucoup de choses. Je pense que ça joue quand même pas mal dans l'identité de la Lituanie, qui est plus peut-être tournée vers l'Europe centrale, la Pologne, et c'est aussi un résultat de l'histoire, et peut-être la Lettonie et l'Estonie, dont les capitales sont vraiment en bord de mer, plus tournées vers la mer. Après, je reste dubitatif quand même sur ce côté tourné vers la mer, et notamment, j'en veux pour preuve le fait qu'il y a un vrai sujet sur l'état environnementale de la mer Baltique, qui est dans un état, dont on ne parle pas assez d'ailleurs à mon avis, mais qui est dans un état vraiment plus qu'alarmant. Et je suis très marquée par le fait que, alors que ces pays sont des pays qui sont identitairement aussi très tournés vers la nature, la protection de la nature, les questions environnementales, ne se sont pas vraiment saisis de cette question, et je trouve ça assez troublant, mais pour moi ça dit quelque chose quand même sur leur rapport justement à l'espace maritime. Après, vous faisiez référence à la Hanse, donc oui, c'est très c'est présent, et en fait on le voit d'ailleurs, il y a beaucoup, c'est utilisé un peu comme un branding où on parle beaucoup de la Hanse, et c'est un souvenir qui est forcément positif. Pour moi, il n'y a pas d'équivalent, parce que la Hanse était quand même une organisation qui passait par le commerce avant tout, même si ça n'était pas que du commerce, mais ça passait par le commerce, et donc je dirais pas qu'il y a un équivalent aujourd'hui, parce qu'il y a d'autres structures dans la région, mais qui ne sont pas forcément des structures commerciales, et ce qui s'explique aussi parce que ces pays sont membres de l'Union européenne, donc de toute façon ça passe plutôt par là. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une activité très intense commerciale et maritime dans la mer Baltique, mais voilà, il y a des tas d'associations dans cette mer Baltique. Je pense notamment au Conseil des États de la mer Baltique, qui est la plus connue, mais il y a aussi des associations portuaires, des associations d'universités, enfin il y a un foisonnement très très important, et ça, beaucoup d'instances qui se sont créées dans les années 90, qui incluaient pour la plupart d'entre elles la Russie, donc ça leur pose un certain nombre de difficultés aujourd'hui,
Conseil des États de la mer Baltique sans la Russie. Enfin, et c'est quand même assez étrange aussi de penser l'espace baltique en excluant la Russie, mais ça, c'est un résultat des actions de la Russie elle-même. Et donc, voilà, on a une espèce d'organisation qui est là, une vie très intense et coopérative. Et si on est dans le très contemporain, en fait, moi, ce qui me marque beaucoup là ces derniers mois, c'est l'intensification des relations avec les pays riverains de la Baltique, donc Russie exclue. Et je pense notamment au NB8. En fait, ce format qu'on appelle NB8, c'est-à-dire nordico-baltique, et donc le 8 étant pour les 8 pays du pourtour de la Baltique, et qui est de plus en plus actif et qui vit de plus en plus, mais qui est, lui, sur un champ, j'allais dire, sécuritaire au sens large, et pas du tout, enfin, la question n'est pas essentiellement commerciale. Alors, on a évoqué la Russie, on va évidemment approfondir parce que c'est quand même l'immense voisin. D'abord, la présence de populations russophones qui vont varier. Ils sont plus nombreux en Estonie qu'en Lituanie, avec quand même peut-être un élément à distinguer que russophones. Alors, est-ce que tous les russophones sont russes ? Et est-ce que tous les russophones ou tous les Russes se sentent, on va dire, plutôt estoniens ou lituaniens ou plutôt russes ? On voit bien que là, on est aussi dans une question d'identité et de fidélité aussi à un pays. Oui, complètement. En fait, dans ces pays, d'ailleurs, on parle de la question de la loyauté, en fait. Est-ce qu'ils sont loyaux à l'État dans lequel ils vivent ? Alors, vous avez raison de le souligner, en fait, c'est extrêmement complexe et je pense qu'on fait souvent une erreur en parlant de Russes des États baltes, c'est-à-dire qu'ils sont en effet russophones et comme vous le disiez, ils ne sont pas tous ethniquement russes. Alors, dans la région, et ça c'est un héritage aussi en partie soviétique, on fait vraiment la distinction entre citoyenneté et nationalité. C'est-à-dire que vous pouvez avoir la citoyenneté d'un État, mais votre nationalité, c'est-à-dire c'est plus l'identité, peut rester autre. Et donc, vous avez donc essentiellement en Estonie et en Lettonie des populations russophones qui sont assez importantes, qui représentent presque un tiers de la population, donc c'est quand même massif. Mais alors moi, j'ai coutume de parler de minorités russophones au pluriel. C'est-à-dire déjà utiliser le terme de russophone parce qu'en effet, parmi eux, vous pouvez avoir ethniquement des Biélorusses, des Ukrainiens, etc. Enfin, des gens qui ont la langue russe en partage, mais ça ne fait pas d'eux en identité des Russes. Et puis, et une autre raison de mettre au pluriel, c'est qu'en fait, c'est aussi le résultat de l'histoire et que vous avez pour moi des strates chronologiques différentes de population, c'est-à-dire ceux auxquels on pense spontanément, c'est ceux qui sont arrivés après 1945, c'est-à-dire à partir du moment de l'occupation de ces trois États par l'Union soviétique, et où on a eu un mouvement assez massif d'immigration de populations russophones venant du reste de l'URSS, dans un premier temps pour reconstruire, parce qu'on était post-guerre et qu'il y avait beaucoup à reconstruire, donc il y a eu des grands chantiers de reconstruction, que ce soit logement, ponts, voiries, etc. Et puis ensuite pour l'industrialisation, et aussi parce que très clairement, ces populations venant de toute l'URSS ont bien réalisé que le niveau de vie était quand même meilleur dans ces régions que dans d'autres de l'URSS. Et puis, il y a eu indéniablement une volonté de la part de Moscou d'apporter des populations russophones dans ces régions-là, et ce qui a conduit à un changement en fait en termes de démographie, un changement d'équilibre, et où notamment les Estoniens et les Lettons, lors du dernier recensement soviétique qui était en 1989, ont réalisé, enfin ils l'avaient bien compris avant, mais enfin là on l'a vu de façon effective, qu'ils n'allaient pas tarder à devenir une minorité dans leur propre république, puisque à ce moment-là on considérait ça comme des républiques. Mais ça n'est pas toutes les populations russophones, c'est-à-dire que vous avez aussi des populations russophones dans ces pays qui sont les descendants de gens qui sont arrivés bien avant. On parlait de l'Empire russe, donc ils sont été, les provinces baltiques de l'Empire russe au XIXe siècle, et on peut même remonter plus tard, où je cite souvent aussi le cas des vieux croyants, au moment où il y a eu le schisme en Russie, et où des vieux croyants sont venus se réfugier, entre guillemets, au moment de la réforme dans ces pays. Et donc il y a les descendants de ces populations. Et quand on parle, par exemple, quand on pense à ces descendants de ces populations, de ces vieux croyants, qui sont donc là depuis des siècles, ces gens sont de citoyenneté lettonne ou estonienne et sont parfaitement intégrés par l'estonien, le letton. Ils ont une culture orthodoxe, vieux croyants, et donc se sentent une proximité avec la culture russe. On peut difficilement les comparer avec des russophones qui sont arrivés après 1945 dans un autre cadre et pour d'autres raisons. Et alors, une autre spécificité, c'est
tout spécifiquement pour l'Estonie et la Lettonie, c'est qu'en 1991, quand les États se sont reconstruits, la décision a été prise de ne pas accorder la citoyenneté à tous les gens qui habitaient sur ces territoires, et ça concernait notamment ces russophones, donc qui ont été exclus de cette nouvelle citoyenneté pour partie. C'est-à-dire ceux qui n'étaient pas descendants de citoyens estoniens ou lettons avant les occupations doivent passer un examen en fait pour devenir estoniens ou lettons. Donc certains l'ont fait, ils sont devenus citoyens estoniens ou lettons, d'autres ne l'ont pas fait, et donc on a une catégorie quand même de population qui est très spécifique dans ces pays, qui sont des non-citoyens. Ce sont des gens, alors c'est pas des apatrides non plus totalement, ce sont des gens qui ont un passeport sur lequel il y a écrit non-citoyen, ce qui crée une catégorie complètement curieuse, j'allais dire curieuse et anormale en fait, y compris au regard de l'Union européenne. Oui. C'est pareil. C'est un passeport estonien ou lituanien, mais d'accord. Voilà, mais qui est d'une couleur spécifique et sur lequel vous avez écrit non-citoyen d'Estonie ou non-citoyen de Lettonie. Alors ça vous ouvre des droits, notamment pour voyager un peu moins facilement que si vous êtes de citoyenneté estonienne ou lettonne. En revanche, ça vous facilite la vie si vous voulez aller voyager en Russie. Enfin, maintenant, c'est un peu plus compliqué depuis 2022. Mais ça vous retire aussi des droits, et notamment, en particulier, le droit de vote. C'est-à-dire les non-citoyens n'ont pas le droit de voter. Alors, ils l'avaient Enfin, ça, c'est l'effet guerre en Ukraine 2022. À un moment donné, ils l'ont eu en Estonie pour les élections locales, mais maintenant, ils n'ont plus du tout le droit de vote. Mais voilà, on peut pas les prendre, ces populations russophones, comme un tout homogène. Et évidemment, la question derrière qui se pose, on parlait de loyauté vis-à-vis de l'État. Donc, c'est pas parce que vous êtes russophone que vous êtes pro-Poutine, en fait, pour le dire très clairement. Mais la question, en effet, c'est comment vous vous comportez et quel est le rapport de ces populations qui sont très variées à l'État dans lequel ils sont installés. Il y a toujours une suspicion. Quelque part, on dit, est-ce qu'ils vont vraiment être loyaux? Alors, oui. C'était déjà le cas avant 2022. On peut supposer que maintenant, ça a probablement été amplifié. Oui, alors ça l'est potentiellement encore plus. En fait, ça dépend comment on regarde les choses, finalement. Et je trouve d'ailleurs que c'est un sujet intéressant parce que, en fin de compte, ces gens... Alors, de toute façon, soyons clairs, ils sont surveillés de près, enfin en tout cas les activistes, parce qu'il y a des associations, etc. Donc ceux qui sont les plus exposés, j'allais dire, sont surveillés. Enfin, c'est pas toute la population russophone est surveillée. Enfin, je veux dire, il n'y a pas non plus une espèce d'angoisse permanente. Mais la question, en effet, peut potentiellement se poser de leur loyauté. Après, c'est une question verre à moitié vide ou à moitié plein. C'est-à-dire, on peut aussi considérer que parmi eux, certains qui se sentent, et tout à fait légitimement, j'allais dire, une proximité avec la culture russe, avec la langue russe, voilà, parce que c'est intrinsèque à ce qu'ils sont. À partir de février 2022 et de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont pris leur distance vis-à-vis de la Russie contemporaine, c'est-à-dire la Russie de Vladimir Poutine. Et je pense que pour certains d'entre eux, peut-être la question de la loyauté à l'égard de l'État estonien ou letton se pose moins qu'elle ne se posait peut-être avant. Parce que plus ça va et plus la Russie se présente comme un repoussoir, en fait. Et que vous pouvez avoir la langue russe, la culture russe, la littérature, etc., intrinsèque à ce que vous êtes, ça fait pas de vous, en fait, quelqu'un qui trouve que la Russie est un pays qui évolue vers quelque chose de positif, etc. Et donc, je pense qu'il y a aussi une distance plus grande qui a été prise. Et comme derrière, on a toujours en tête cette question de est-ce qu'il y a une menace russe, est-ce qu'on pourrait manipuler, est-ce que la Russie pourrait envisager de manipuler ces populations russophones pour faire quelque chose comme elle a pu le faire dans une certaine mesure en Ukraine, même si pour moi la comparaison avec l'Ukraine a vraiment ses limites, parce que les cas ne sont pas du tout les mêmes. Moi j'ai tendance à penser qu'à la fois il faut être attentif, en effet, parce que la capacité de manipulation de la Russie est assez grande, et en même temps je pense que parmi ces populations russophones, un certain nombre ont pris leur distance plus aujourd'hui, enfin depuis 2022, que ça n'était par exemple le cas au début des années 2000. Oui, c'est-à-dire que la Russie de Poutine pouvait peut-être être un modèle au moins fantasmé ou imaginaire. Complètement. Mais là, ils se disent finalement, notamment pour quelqu'un qui aurait 25 ans, là, je serais sur le front en Ukraine, je préfère peut-être être à Tallinn ou à Riga et avoir une vie normale. Oui, et c'était le cas. Alors, c'était quand même le cas avant. C'est-à-dire, à partir de 2004 et le moment où ces pays ont adhéré à l'UE, je pense que aussi clairement, pour ces populations, ils ont parfaitement compris que c'était quand même plus attractif de vivre dans les pays baltes que de vivre en Russie. Ça remonte même avant, c'est-à-dire qu'il y a aussi un différentiel de développement économique. Et c'était
c'était assez intéressant. D'ailleurs, c'était l'ancien président estonien Ilves, à un moment donné, avait pris la parole sur ce sujet-là et en disant, mais en fait, alors c'était bien avant 2014, dans un autre cadre et où la Russie était moins menaçante, moins directement menaçante. Mais il disait finalement, les populations russophones qui vivent en Estonie sont parfaitement informées du niveau de vie en Russie, du niveau de répression, et sont pas idiotes du tout. Ils voient bien que c'est quand même, même s'ils n'ont pas tous les droits, même s'il y a des choses à dire, hein, je veux pas non plus dire que c'est le paradis. Et souvent, ces populations russophones vivent parfois dans des régions qui sont économiquement moins développées que les capitales, Tallinn ou Riga, etc. Donc il peut y avoir des difficultés, mais néanmoins, malgré ces difficultés, ils vivent dans des états de droit, la démocratie est respectée, la liberté de parole est respectée, vous n'êtes pas menacé, comme vous le disiez, d'être envoyé sur le front, et votre quotidien, même s'il n'est pas facile tous les matins, est quand même plus attractif que, en plus, on voit que la Russie maintenant est en véritable crise économique. Enfin, voilà, donc c'est pour ça que je parlais d'exemple repoussoir quand on voit la Russie, et je pense que ça, c'est aussi l'un des résultats complètement paradoxal de la politique de Poutine, c'est-à-dire qu'il fait de son pays un repoussoir et pas quelque chose où on se dit allons-y, c'est formidable. Ouais. Et d'ailleurs, ça on le voit dans les pays baltes, mais on le voit aussi ailleurs dans les anciennes marges de l'Empire, au Kazakhstan, en Géorgie. En fait, la Russie a perdu ce qu'on appelait autrefois l'étranger proche, ou la capacité d'attraction qu'elle pouvait avoir. Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, invite plus à une prise de distance que à une volonté de rapprochement et de coopération. Alors, il y a un petit morceau de la Russie au sud, Kaliningrad, donc entre Pologne et Lituanie. Je suis surpris, ou agréablement surpris, c'est plutôt, à mon avis, une bonne nouvelle, mais on n'en a pas parlé du tout depuis l'invasion de l'Ukraine. Ça pourrait être une épine dans le pied ou autre, mais on voit que c'est pas du tout un sujet, en tout cas vu de France. Est-ce que c'est un sujet en Lituanie? Est-ce qu'il y a une crainte par rapport à cette enclave de Kaliningrad? Alors, on n'en parle pas depuis la France parce que c'est lointain, mais dans la région, on en parle en fait quand même. Et notamment parce que Kaliningrad, c'est une base militaire extrêmement importante, c'est une base navale importante, et c'est une grosse partie de la flotte de la Baltique qui est installée. Et que depuis pas mal d'années déjà, et notamment après 2008, Vladimir Poutine a décidé de réarmer Kaliningrad. Donc vous avez quand même là une puissance militaire, une puissance de feu qui est très importante, russe. Et notamment, on a beaucoup focalisé il y a quelques années sur le fait que vous avez les fameux missiles Iskander qui sont déployés, ces missiles Iskander étant aptes à porter des têtes nucléaires, et on sait qu'elles sont sur place. Donc c'est quand même une menace, et c'est une menace pour les États baltes tout spécifiquement, parce qu'en fait, avec ses capacités militaires, à Kaliningrad, la Russie serait capable de créer ce qu'on appelle une zone de déni d'accès, c'est-à-dire le matériel déployé est tel que si la Russie décidait, par exemple, de mener une action conventionnelle contre un des États baltes, ce qui est une hypothèse, pas du tout, voilà, on n'est pas dans la réalité pour le moment, voilà. La question pour l'OTAN, puisque ces 3 pays sont membres de l'OTAN, serait comment accéder à ces pays pour venir les défendre. Or, voilà, on va mettre la carte sous les yeux de l'éditeur, mais il y a tout petit corridor. Voilà, le fameux corridor de Suwałki. Qui effectivement, donc, parce qu'on a Kaliningrad et la Biélorussie, donc pour aller en Pologne, la marche est étroite. Voilà, c'est-à-dire que vous avez dans cette région-là la frontière entre la Lituanie et la Pologne, et à chaque extrémité de cette frontière, qui fait un peu moins de 100 km, vous avez d'un côté Kaliningrad et de l'autre côté la Biélorussie. Et compte tenu de ce qui se passe en Biélorussie, qui est de plus en plus considéré comme devenant un proxy de la Russie, la question qui pourrait se poser serait, si la Russie avait des intentions hostiles, ça serait très facile qu'elle bloque le corridor de Suwałki par voie terrestre, et donc elle bloquerait l'accès de l'OTAN, et elle isolerait complètement les États baltes, et compte tenu de ce qui est déployé dans la région de Kaliningrad, les moyens navals et les moyens aériens, en fait l'OTAN serait complètement coincée et ne pourrait pas venir entre guillemets au secours des États baltes, c'est-à-dire c'est la fameuse hypothèse de est-ce qu'on activerait la clause de solidarité, l'article 5 de l'OTAN, etc. Alors depuis que la Finlande et la Suède ont adhéré à l'OTAN, j'allais dire ça dessert un tout petit peu cet étau
parce qu'on peut aussi regarder les États baltes depuis le nord en se disant que maintenant que la Finlande et la Suède sont membres, ils pourraient aussi intervenir par voie maritime, à supposer, voilà, enfin, là on est dans une perspective aussi de guerre navale dans ce cas-là. Mais oui, il y a un vrai sujet. Alors en même temps, c'est pareil, il ne faut pas le regarder d'un seul côté, c'est-à-dire qu'il y a aussi quand même ce point d'avancée, qui est le point d'avancée le plus à l'ouest que possède la Russie, qui est cette enclave de Kaliningrad, donc qui est une exclave du point de vue russe. C'est aussi une fragilité parce que justement c'est une exclave et que pour atteindre Kaliningrad, c'est un peu compliqué pour la Russie, c'est-à-dire qu'il faut passer à un moment donné par la Lituanie et il y a des accords de transit, etc. Enfin, tout ça reste quand même extrêmement compliqué et plus la situation se dégrade et plus il y a un risque d'isolement aussi de cette enclave et une complexité du coup à approvisionner. Oui, parce que si on coupe le cordon ombilical, Kaliningrad se retrouve esselé. Il n'y a plus aucun lien avec la Russie. Complètement. Et c'est déjà compliqué aujourd'hui parce que depuis 2014 et qu'il y a eu des sanctions à l'encontre de la Russie, alors on avait gardé quand même une partie de transit qui fonctionne via la Lituanie. Mais par exemple, on parlait de matériel militaire. Il est évidemment hors de question que du matériel militaire russe transite par la Lituanie. Donc il faut l'acheminer par mer ou par voie aérienne quand c'est possible, mais ça complique les choses, ça renchérit évidemment le prix, voilà. Et c'est une sorte, enfin ça pèse, c'est une sorte de menace. Si les choses se dégradent, on peut envisager un blocus complet. Et alors, vous disiez, en fait, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a eu là les derniers mois, il y a eu quand même des prise de parole en fait de part et d'autre, que ce soit de la part des Nordiques, des Russes, etc., et même de responsables haut gradés au sein de l'OTAN, disant si les choses se dégradent, de toute façon, nous, l'OTAN, on est capable de bloquer totalement Kaliningrad. Donc vous avez aussitôt une réponse du côté russe en disant mais alors nous, on a le feu nucléaire. Enfin bon, voilà. Donc ça fait partie des narratifs et un peu de la stratcom, comme on dit, de part et d'autre. Mais voilà, c'est quand même ça reste un point où chacun est attentif. Alors personne n'utilise entre guillemets pour le moment cette enclave, mais potentiellement on peut imaginer des scénarios. Effectivement, on a parlé de l'OTAN. Ces pays sont aujourd'hui un lieu d'entraînement, de présence. On voit que c'est vraiment le point avancé de l'OTAN. Quand on est au nord de l'Estonie, on est à quelques encablures de Saint-Pétersbourg. On peut franchir aujourd'hui la frontière entre l'Estonie et la Russie ou c'est bloqué, la frontière terrestre? Alors, c'est de plus en plus compliqué, en fait. Et là, justement, début juillet, à partir du 1er juillet, décision a été prise côté russe de bloquer aussi le trafic ferroviaire. D'accord. Alors qu'il était maintenu jusque-là. Et je parle notamment de tout ce qui est marchandises, avec les 3 Baltes et avec l'Estonie, la Lettonie et avec la Finlande. C'est de plus en plus compliqué en fait de passer ces frontières. C'est pas totalement fermé et notamment pour les populations qui peuvent quand même passer, mais c'est surveillé de très très près. Et on peut pas passer par la Biélorussie ou Kaliningrad par la voie terrestre quand on est un civil lambda. Alors pour un citoyen, je pense qu'on peut encore le faire, mais c'est pareil, c'est très très surveillé. Oui, mais on peut le faire, Nancy, bien sûr. Il y a des points de passage entre Lituanie, Kaliningrad, entre Lituanie, Biélorussie, mais qui sont longs, qui sont faut compter quand même une sacrée attente, et évidemment sous surveillance étroite, quoi. Alors, ces pays baltes, ils ont aussi une image très tech, très technologie. On voit que après leur indépendance en 1991, il y avait beaucoup de choses à refaire. Alors, est-ce que c'était une nécessité ou un choix pensé? En tout cas, ils ont informatisé une grande partie de leur système administratif, qui n'est pas sans problème aujourd'hui avec les attaques de la Russie. Mais en tout cas, on voit qu'ils ont joué la carte de la dématérialisation, du numérique. C'était une de leurs spécificités. Oui, tout à fait. Et en particulier pour l'Estonie, qui a réussi aussi à mettre vraiment cet aspect-là en avant. Alors, je pense qu'il y a une part d'héritage dans ce choix qui a été fait au cours des années... dès le recouvrement des indépendances dans les années 90. C'est-à-dire que déjà avant, quand ils étaient occupés par l'Union
dans le cadre de l'Union soviétique. Ils avaient quand même une spécificité justement dans des choix industriels qui avaient été faits, d'avoir pris tout de suite ce tournant, qui était émergent à ce moment-là, de tout ce qui était ordinateur. On passait vraiment aux nouvelles technologies, si on les appelait comme ça à ce moment-là. Mais voilà, il y avait quand même déjà, ils étaient assez bien avancés. Donc dès les années 90, ils se sont saisis de ces avancées, ils ont poursuivi et ils ont fait un vrai choix politique. En effet, d'une numérisation très rapide à un moment où plus à l'ouest on était beaucoup plus hésitant, ce qui fait qu'on a eu vraiment cette image en effet tout spécifiquement pour l'Estonie, mais j'allais dire la Lituanie est aussi très très avancée maintenant sur ces questions, mais voilà, et ils ont en fait c'est un choix qui leur a permis à la fois de s'affirmer identitairement parce qu'ils ont beaucoup joué aussi là-dessus au cours des années 90, début des années 2000, sur l'image en fait qu'ils projetaient en disant nous sommes un État moderne et la modernité passe aussi par ça. On n'est pas un ancien pays soviétique. Absolument. Alors, et ça, c'était un peu obsessionnel d'ailleurs dans les années 2000. On n'est pas un pays gris avec des bâtiments délabrés. Oui, complètement. Et donc la modernité passait aussi par ça, et ça, ils l'ont très très bien mis en avant, et en termes d'image, je pense que c'est vraiment une grande réussite. Alors ça n'est pas qu'une image, parce que c'est aussi leur quotidien. Et ça a créé aussi des fragilités. Alors on l'a vu, il y a eu le fameux événement où il y a eu le premier blocage, la première cyberattaque d'ampleur en Europe s'est déroulée en Estonie. Et ça veut dire que prenant conscience très rapidement aussi des fragilités que ce choix créait, ils sont aussi aux avant-postes pour justement toutes les questions de cybersécurité. Et donc très attentifs à tout ça. C'est pareil, il y a les deux aspects. Il y a l'aspect modernité et engagement très fort, et en même temps, il faut prendre conscience que ça nous rend fragiles dans une certaine mesure, et que du coup, il faut mettre en place toutes les protections qui nous permettent d'éviter une nouvelle cyberattaque d'ampleur, un blocage et un véritable crash économique en fait. Et alors, cette présence soviétique, on la voit aussi dans les bâtiments. Je trouve que c'est toujours intéressant quand on est en Lituanie, en Lettonie, comme après si on va au Kazakhstan, en Géorgie, on voit les mêmes ensembles bâtis à l'époque de Khrouchtchev ou de Brejnev, ces mêmes grands ensembles. On voit là la présence de cet empire qui avait finalement dupliqué les modèles d'habitation un peu partout. Et donc dans les villes, alors ça a été refait maintenant, on a des centres historiques d'ailleurs qui sont très, très beaux, mais on a encore cette trace architecturale de l'Empire soviétique, des bâtiments qu'il faut aussi rénover parce que certains étaient quand même passablement délabrés. Donc il y a aussi ce travail de restauration, de rénovation qui est important. Oui, mais en fait, ce que je trouve intéressant d'ailleurs dans ces pays sur cette question-là, c'est que quand on se promène dans ces régions, on voit justement cette histoire. Et donc, on parlait tout à l'heure de la présence germanique qu'on peut voir alors, à la fois dans le centre des villes et notamment la présence de la Hanse. Pour Riga et Tallinn, c'est tout à fait visible. Il y a le château qui est bien marqué. Voilà. Et puis, on voit bien ce côté tourné vers la mer, toutes ces infrastructures qui existaient. Mais on voit en fait différentes... Ces traces architecturales sont toujours très intéressantes, quel que soit le pays. Mais là, on voit bien à quel point, en effet, ça a été des pays qui ont été influencés par des passages divers et variés. Et donc oui, notamment, il y a ces traces architecturales soviétiques et la question de comment on entretient ce patrimoine, entre guillemets. Alors, il y a tout un travail qui a été fait aussi. Alors, ça porte plutôt sur les statues, en fait, où on a une vraie... en fait, les combats, les conflits mémoriels sont très intenses, évidemment, sans doute, dans ces pays. Et ça passe aussi... Alors, pas que, mais ça passe aussi par le rapport à tout ce qui est statuaire, où il y a eu tout un travail qui a été fait sur la question des statues, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on démolit, qu'est-ce qu'on installe de nouveau. Et tout ça dit beaucoup de choses sur sur le rapport qu'on a à l'histoire et sur le rapport qu'on a à l'affirmation identitaire, forcément. Donc il ne s'agit pas de faire table rase du passé, y compris, là vous faisiez allusion par exemple aux fameux bâtiments khrouchtcheviens, etc., qui sont des bâtiments d'habitation et dont on a besoin, donc il est hors de question de... Voilà, donc c'est plus une question de rénovation, etc. Mais ça marque en effet les paysages. Pour moi, le cas le plus emblématique pour moi, c'est Riga, qui est vraiment la métropole, j'allais dire, de la région, et où en fait sur un territoire assez réduit, Riga est une grande ville, mais vous pouvez voir en fait en fonction des quartiers des identités complètement
complètement différente entre une partie très vieille ville avec les traces de la Hanse. Vous avez une partie début XXe siècle où on a vraiment un patrimoine art nouveau, mais qui est absolument surprenant. Enfin, ça m'a beaucoup surpris quand j'ai été de voir ça. Et qui est très spécifique, en fait, qui est très laiton et qui est très particulier. Et vous avez un quartier qui est extrêmement bien entretenu, qui est magnifique. Et je pense que c'est d'ailleurs peut-être pas assez connu ici, parce que c'est tout à fait exceptionnel comme patrimoine. Vous avez un quartier russe qui architecturalement, on voit bien les traces, en effet, de ces constructions soviétiques, y compris dans certains bâtiments. Enfin, je pense à l'Académie des sciences. Et vous allez aussi avoir des bâtiments qui seront plus germaniques. Enfin, et c'est très intéressant, en fait, de passer d'un bâtiment à l'autre, d'un quartier à l'autre, parce que pour Riga, c'est vraiment, c'est pas forcément complètement mélangé, mais on a vraiment des quartiers spécifiques. Et je trouve que c'est très intéressant parce que ça vous invite de facto à visiter cette histoire aussi et à essayer de comprendre un petit peu pourquoi on a ces traces-là et pourquoi on a ce paysage urbain, en fait, très particulier. Oui, l'architecture dit beaucoup de l'histoire d'un pays. C'est vrai qu'arriver à lire les façades et l'organisation urbaine, c'est très important pour comprendre. Pourquoi est-ce qu'il y a cette présence Art Nouveau à Riga? Parce que c'est quand même... c'est surprenant quand on connaît pas. Oui. Et oui, parce que c'est peu connu et c'est vraiment dommage. Mais en fait, je pense que c'est aussi le résultat du début du XXe siècle à Riga. Et Riga était quand même dans l'Empire russe, donc fin 19e, début 20e, une ville d'une importance majeure, et notamment économiquement et en termes d'industrialisation, c'était pour la Russie et notamment pour Pétersbourg, puisque la capitale à ce moment-là était à Pétersbourg, particulièrement important. Et donc, c'est pareil, si on revisite l'histoire de cette région, Riga, moi je trouve ça passionnant, notamment, par exemple, de se pencher sur l'histoire de Riga dans les années Révolution de 1905, Révolution de 1917, etc. On a vraiment une sorte de réplique de ce qui s'est passé à Pétersbourg, le dimanche sanglant, la Révolution de 1905, et tous les débats sur les bolcheviks, etc. Enfin, on a un concentré là aussi de cette histoire-là qui était liée au fait que c'était une grande ville, une ville assez riche où vous aviez aussi un héritage avec les marchands, etc. Et une industrie qui s'installait vraiment et qui était très très importante. Donc de l'argent et une vie culturelle aussi extrêmement importante. Et donc, on a eu aussi une école d'architecture très, très notable et très importante dans la région, mais qui est aussi un héritage d'une capacité artistique vraiment très intense qu'on rencontre dans les États baltes. Et c'est là aussi qu'on peut parler de véritable culture nationale propre à chacun des trois pays. On revient à ce qu'on disait au début, vous disiez on les prend comme un tout, etc. En fait, non, chacun a vraiment une culture propre. Mais dans l'architecture, vraiment, on voit quelque chose de très particulier. Et en effet, il y a eu ces années, début du XXe siècle, où il y a eu plusieurs architectes très, très marquants à Riga, tout spécifiquement. Et ça a été un terrain de jeu parce qu'il y avait de l'argent. Donc, c'était un petit peu open bar. C'est-à-dire qu'ils ont pu faire des choses. Vous avez des façades qui sont totalement délirantes, en fait, et qui sont mais des bijoux. Et vous avez alors notamment l'un des plus connus, c'est Eisenstein, le père du fameux cinéaste, qui a beaucoup marqué la ville de Riga, et en particulier. Et là, en plus, vous avez une rue en particulier où Eisenstein, ça a été un terrain de jeu formidable pour lui. Enfin, je pense qu'il s'est vraiment beaucoup amusé. Et ça n'a pas été détruit à l'époque soviétique, ça c'est... Alors non, ils l'ont gardé parce que je pense que les soviétiques étaient loin d'être idiots et savaient aussi qu'il y avait, il y a un patrimoine très important. Mais vous, par exemple, à Pétersbourg, vous avez aussi des quartiers Art Nouveau qui sont magnifiques. Simplement, c'était très dégradé. Donc, au début des années 90, au moment du recouvrement des indépendances, c'était vraiment pas dans un état très formidable. Et il y a énormément de travaux qui ont été faits, ce qui fait que là, aujourd'hui, il y a une remise en valeur de ce patrimoine qui est formidable. Oui, l'indépendance, ça passait aussi par l'indépendance patrimoniale, culturelle, artistique. Exactement, et on se réapproprie en fait son histoire à ce moment-là. Oui. Merci beaucoup Céline Bayeux d'être venue au micro de Conflit. Donc votre ouvrage, Les Pays Baltes en 100 questions, là on a fait que aborder légèrement le sujet, donc là vous pourrez comme ça l'approfondir, et puis ça peut être aussi des idées de voyage en avion, c'est pas très loin de la France, il y a effectivement de très belles choses à voir, et on est sur un front, une frontière entre cette zone balte, la zone russe, la zone biélorusse. C'est évidemment passionnant à étudier. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous pouvez donc retrouver Conflit en kiosque sur notre site internet. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre entretien géopolitique. À très bientôt.